Aujourd'hui, dernier jour de la semaine, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Matin Bonheur. Toute l'équipe était en place. Se féliciter assure la réalisation, Nessindri et Marco assure, Marcelin Govoy assure la présentation. Bonjour Marco. Bonjour, comment ça va Nissi? Super bien. Allez, on est en tout cas dans les tendances, dans les tons de l'écologie. Effectivement. Avec les fleurs, ce matin, les esprits se croisent et se rencontrent et ça fait plaisir. Merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur d'être à votre service tous les jours, du lundi au vendredi, même si on est très content le vendredi, parce que le week-end s'annonce. Alors, qu'est-ce qu'on aura comme sommaire aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on aura beaucoup de choses, notamment la culture au sens propre du thème. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à un peuple de la Côte d'Ivoire. Donc, dans quelques instants, vous saurez de quel peuple il s'agira. Vous aurez d'autres capsules et notre journaliste maison est avec nous pour la titrologie et la revue de presse. Et on commence justement avec la titrologie. La titrologie. Bonjour Nessie, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Découvrons ensemble les titres de ce jour. Fraternité Matin, titre Bonne gouvernance, ministère et société d'État audités à partir de cette année. On apprend aussi que Bédier appelle au calme. Le quotidien Le Jour, lui, revient sur l'attaque de la base du CCDO à Bouaké. Comment Amoudé a sauvé sa peau, le récit détaillé d'un policier témoin des faits. Le Patriote maintenant. Titre Bédier au délégué du PDCI à propos du RHDP, renforcer notre union. Des jeunes du PDCI ont empêché la réunion du comité de haut niveau, nous dit la couverture. On va poursuivre maintenant avec la une de Notre Voix, le journal de l'opposition, qui titre « Mauvaise gouvernance du régime Ouattara ». Des députés RDR piétinent la loi et tension dans l'armée. Pourquoi il y aura toujours des tirs à Bouaké? Et c'est certainement la dernière couverture. Et non, il y a encore Soir Info qui apparaît et qui parle encore du président Henri Konan Bédier qui se met en colère contre Adjoumani et soutient Guy Kawé, les secrétaires exécutifs, est le porte-parole du président du parti, a-t-il affirmé. L'intelligent d'Abidjan s'intéresse à un autre sujet, titre « Où sont passés ceux qui doivent expliquer tout ?» Comment Ouattara a planté le décor, l'annexe fiscale a été approuvée par les députés. Et on apprend au sujet de la FIF qu'une plainte a été déposée hier contre Pierre Gondot pour faux et usage de faux. La prochaine une, si elle apparaît, et bien ça sera tout pour aujourd'hui. Allez, je vous retrouve pour la revue de presse tout à l'heure. On avait dit 6-1, donc on a eu les 6-1. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure. Alors, 6 h, c'est la gym maintenant. Vous le savez, tout au long de cette semaine, on a eu le coach Fabrice qui est avec nous avec beaucoup de plaisir. En alternance, vous le savez, depuis le début de l'année avec le coach Kadi. Donc, la gym, c'est maintenant parce qu'il est 6 h. On y va. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe de Matin Bonheur. Alors aujourd'hui, je vous propose une séance d'abdominaux debout. Donc, vous se faire accompagner de Rosemary. D'accord? Chez vous à la maison, vous n'avez pas besoin de matériel. Veillez juste à faire un peu d'espace autour de vous. Et le tour est joué. On part directement pour le premier exercice. On va faire coup de genou. D'accord? La main droite va essayer de toucher la cheville. La main gauche va essayer de toucher le genou. Donc on casse la jambe qui est en avant. On s'écule un peu vers l'avant. D'accord? Et puis on part là à 2. On va faire 20 sur chaque jambe. D'accord? Pour le premier exercice. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3. Montez bien la jambe dans le ventre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. 100 temps de repos, on bascule. On part de l'autre côté, d'accord? On fait le même principe, on s'incline un peu vers l'avant. Et top, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Le second exercice que je vous propose aujourd'hui, ce sont les twists, d'accord?
On met juste la main sur la nuque, là. D'accord? Et on va tourner à gauche et à droite, là. 1, 2, veillez à bien contracter les abdos volontairement. Allez, on y va. 20. Comme c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, vous respirez un peu. Si vous faites cet exercice, que vous avez le tournis, la technique, c'est de fermer vos yeux là et de fixer le point à l'arrivée là et de faire de même ici. D'accord? Donc, vous ne regardez pas tout ce paysage-là, mais plutôt vous regardez là et ensuite vous regardez là. Si vous voulez aller encore de manière plus profonde pour insister sur les obliques, d'accord? Vous allez bien plus loin derrière. En ce moment-là, vous regardez là, de ce côté, et ensuite, vous regardez de l'autre côté, le même point. D'accord? Allez, on part encore une dernière fois pour cet exercice. Allez, comme c'est parti. 1, 2, on regarde juste à gauche et à droite. D'accord? On tourne simplement par la rotation du torse au niveau des abdos. On serre bien. Allez, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Le nombril est bien serré contre le ventre. Ok, 7, 8, 9. Ok, super. Alors, le prochain exercice que je vous propose, on tend les bras là au-dessus de la tête, d'accord? Et on lève une jambe, 1, et on change, d'accord? On essaie d'aller chercher en fait à toucher la pointe du pied. Mais si vous n'y arrivez pas, aucun problème. C'est le fait de descendre en fait le torse sur le haut du corps pour aller chercher justement le pied qui est en train de monter qui permet de travailler les abdominaux. On part pour 20. C'est prêt? C'est bon? Allez, chez vous aussi, j'espère que vous êtes prêts. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut revenir avec les bras bien haut. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Le dernier exercice que je vous propose aujourd'hui, on va faire coup de genou, même côté. On met la main là, au niveau de la hanche. On tend le bras droit, d'accord? On ouvre la jambe droite et là, on referme. 1, 2, on part à 20. Allez, 3, 2, 1. Comme c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Baissez-vous pour aller chercher. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Courage. 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on change. On met cette fois-ci la main droite au niveau de la taille, là. Allez, on lève le bras gauche, on ouvre la jambe gauche et on monte le genou. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, félicitations à vous. J'espère que vous avez apprécié cette petite séance d'abdos debout. Donc, veillez à répéter ces mouvements chez vous ce week-end. Lundi, vous allez avoir rendez-vous avec Coach Kadi. Moi, je vous donne rendez-vous lundi en 15. D'ici là, gardez la pêche. Allez, ciao. Vous avez la pêche, hein? Ouais, merci beaucoup, coach Fabio. Vous vous moquez de... Non, en fait, de l'exercice. Rosemary. Et du résultat. Tout le monde veut avoir un joli ventre bien esthétique. Comme pour moi. Les tablettes de chocolat. Ouais. Les tablettes de chocolat, comme on le dit. Nous, on a ici. les rondelles de chocolat, les rondelles. Moi, j'ai les rondelles de chocolat. Plutôt la mousse. Hein. La mousse. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant? Allez, on va partir à Grand Bassam. Ah bon? Où il a retrouvé des raboteurs. C'est le reportage, le premier reportage. Merci hein, de nous des de Matin raboteurs. Bonheur. Ce sont des rabatteurs. Hein, Des plutôt. rabatteurs. Ouais, des rabatteurs. Plutôt des rabatteurs. Ouais, c'est l'effet de la mousse. Là, ils vont se plaindre là. Ah bon? D'accord. Les rabatteurs de Grand Bassam. Pour ceux qui ont déjà fait ce tronçon à Abidjan-Grand Bassam, ils ont dû les apercevoir au moins une fois. Ces jeunes gens en bordure de route qui se font remarquer en faisant de grands gestes de la main. Mon rôle, c'est de mettre au bord de la route, chercher la clientèle et les faire rentrer. Quand ils rentrent, c'est me m'occupe d'eux. En fait, ce sont des rabatteurs. Leur rôle, attirer la clientèle dans le restaurant pour lequel ils travaillent.
Pour ces espaces de détente, ils sont presque la cheville ouvrière. Chaque jour ici, chaque matin on vient, on balaye. Nous sommes au nombre de 8 personnes. Bon, quand on vient le matin, on s'occupe de l'environnement, on nettoie bien le coin. Quand les clients viennent, ça les attire. Pour ces jeunes gens déscolarisés pour la plupart, il faut se battre. Et ici, se battre, c'est fidéliser la clientèle, gagner la confiance du patron pour avoir de quoi subvenir à ses besoins. On les a vus sur la route, voilà, ils nous ont permis de venir découvrir un peu leur espace. Et vraiment, on a apprécié. Le lundi, il n'y a rien. Le patron regarde seulement le dimanche qu'il y a assez de clients et nous paye 7 000. Si les clients sont venus énormément et puis bon, 10 000, bon, il ne va pas au-delà de 10 000. 10 000 francs CFA la semaine, donc environ 40 000 francs CFA le mois. Un salaire que les rabatteurs ne trouvent pas suffisant. Surtout que ce métier en bordure de route n'est pas toujours sans revers. Vous voyez, nous sommes au bord pour faire rentrer les clients. Il y a des chauffeurs, une attention, on peut rentrer et puis bon, tu perds la vie. Tout dernièrement, il y a un cas qui s'est passé vers Skiwa. Il y a 2 taxis comptés qui se suivaient. Les rentrées cassées, les vides, mais n'ont pas eu de mort. Entre ces nombreux espaces de loisirs, il existe la concurrence. Et l'une des clés pour y faire face est bien cette trouvaille, le rabattage, pour attirer le maximum de clients. Oui, Dieu protège les rabatteurs de Grand Bassam, parce que parfois les voitures viennent à une telle vitesse que franchement nous-mêmes on a un peu peur pour eux. C'est dangereux, ils apparaissent comme ça au dernier moment. Quand vous êtes en pleine causerie dans la voiture, on ne se rend pas compte et puis un drame peut arriver, mais on leur souhaite pas du tout cela. On espère que franchement ça permet à d'autres de s'en sortir, de faire son alternance avec les cours, tout ça. Voilà. Et puis surtout, les rabatteurs vous appellent pour dans des restaurants. Dans des restaurants. Mais moi, Nessie, je vous envoie dans un autre restaurant. Avec des rabatteurs là-bas, non? Je ne sais pas s'il y en a des rabatteurs, mais je vous invite à dîner ce soir à bord d'un bateau en Thaïlande. Et c'est vendredi en plus. Et on prend le vol juste après Matin Bonheur, un vol privé. Et juste après, on se réveille de nos rêves et on lance l'élément. Voilà. My life is yours. You came into my world with love. I saw it through without sense.
Ça, c'est un vrai gasoil. Ouais. Rien à voir avec nos Sur un gasoils. bateau, tranquillement. Rien à voir avec nos gasoils, il y a du bruit pour rien. Ça, c'est des vraies choses. C'est la vraie vie, ça. Ah bon, hein. Oui. Donc on va y aller là? Il n'y a pas de On va souci. sortir du rêve. Oui, on va sortir du rêve et puis on va rentrer chez nous, aux 2 plateaux à Cocody. Alors, on rappelle aux téléspectateurs qu'on était en Thaïlande, un pays de l'Asie, du Sud-Est. Là-bas, les plages sont vraiment très belles. Magnifique, magnifique. Les stars américaines aiment y passer leurs différentes vacances et tout ça. Les stars ivoiriennes aussi. Hein. Oui. Qu'est-ce qui se passe du côté des stars? Non, les stars ivoiriennes... Fatim, elle va nous en parler. Oui, sans doute, sans doute. Les stars ivoiriennes? Les stars ivoiriennes elles aussi. Elles vont en Thaïlande? Oui, on en a au Thaïlande ici, c'est Assini. Assini, c'est bien aussi. Allez, c'est la revue de presse People avec Fatim Djedje. La triple dose d'intervention de Fatim est respectée donc aujourd'hui avec deuxième pan après la titrologie, la revue de presse People. On commence avec la page Showbiz de Go Magazine. Le chef de la Eurogang s'est, semble-t-il, invité encore pour la énième fois dans la rubrique Faits divers. Il a publié des images montrant un jeune homme nu comme un verre à qui Arafat parle et intime l'ordre de reconnaître qu'il a fumé de la drogue. Une vidéo de quelques minutes qui a fait le tour de la toile et pour beaucoup, cette correction n'avait pas besoin d'être filmée. Une indignation qui obligera Arafat à la supprimer, mais le mal est fait. L'artiste finit par justifier son acte, je le cite, « Si je l'ai frappé, c'est parce que je l'aime. Je ne voudrais pas qu'un jour la police vienne le prendre pour le mettre en prison. Ce n'est pas un de mes danseurs que j'ai frappé, c'est un petit qui vit chez moi et qui est sous ma responsabilité et ses parents le savent. » Autre sujet, Ruth Bagby vient de remporter le tournoi du Grand Slam de Wuxi, j'espère que je prononce bien, en Chine, il y a quelques jours. Et elle a aussi empoché la coquette somme de 40 millions de francs CFA, bien méritée. Ramatoulaye DJ, lui, vient d'être désigné meilleur humoriste d'Afrique de l'Ouest au Wistiti d'Or 2018 à Ouaga. En l'absence de l'humoriste, c'est Koloko Germain qui a réceptionné son trophée. Une grande consolation pour l'artiste dont le spectacle à Dimbokro s'est soldé par un échec. Selon Life Magazine, rien ne va plus pour Bébé sans os. Après sa séparation avec son mentor DJ Arafat, c'est de sa femme dont il se sépare dans des conditions rocambolesques, vous allez voir. Vanessa Wenja Utu vit actuellement une belle idylle avec un ancien footballeur du CW Sports de San Pedro, répondant au prénom d'Hakim. Pourtant, elle est légalement mariée à Bébé sans os qui a répondu, je le cite, « Tu es ma femme légale, tu es à Abidjan durant 1 mois, je ne suis pas au courant et pendant ce temps, tu fais ton love avec ton soi-disant footballeur », dénonce-t-il sur les réseaux sociaux et il poursuit ainsi, « Tout ce qui brille n'est pas de l'or, si Dieu te ferme une porte, il va t'ouvrir une autre. » Elle m'a niqué en jouant à un double jeu. Courage bébé. Paris Match revient sur la disparition de France Gall. France Gall est morte des suites d'un cancer ce dimanche 7 janvier 2018. La chanteuse avait été admise à l'hôpital pendant les fêtes pour une grave infection pulmonaire et avait 70 ans. Ses fans sont allés lui rendre un dernier hommage au funérarium de Nanterre. Selon ses proches, France Gall songeait à de nouveaux projets, dont la célébration du 40e anniversaire de Starmania. Alors, selon le souhait de la famille, elle sera inhumée ce vendredi même, dans la plus grande intimité, comme l'a désiré notamment son fils Raphaël au cimetière de Montmartre, aux côtés de Michel Berger et de sa fille Pauline, décédée tragiquement à 19 ans de la mucoviscidose. Et on finit avec le scandale de la semaine. Énorme fashion faux pas pour H&M lors du lancement de sa nouvelle collection pour les petits garçons. La marque a mis en ligne sur son site internet du Royaume-Uni une photo que vous voyez à l'écran d'un petit garçon noir avec un sweat qui a donc une annotation. Il y a écrit « Le singe le plus cool de la jungle ». Et les internautes y ont vu une forme de racisme ordinaire et ont largement critiqué H&M pour ce manque de vigilance. La marque suédoise a immédiatement perdu le soutien du chanteur canadien The Weeknd. Vous allez voir un tweet apparaître. Il a tweeté ceci: « Choqué et gêné par cette photo que j'ai vue en me réveillant, je me sens profondément offensé et je ne travaillerai plus jamais avec H&M. » Le rappeur et producteur Puff Daddy a également tenu à réagir en publiant un appel au respect. Vous voyez le titre à l'écran. « Faites preuve de respect. Quand vous nous regardez, assurez-vous de ne voir que des rois et de la gloire. Toute autre chose est irrespectueuse. » L'ex-rappeur, aujourd'hui reconverti dans la mode avec sa ligne de vêtements Sean John, aurait proposé un contrat mirobolant aux parents du jeune modèle concerné, mais on ignore pour le moment s'ils ont accepté l'offre. Merci beaucoup Fatim. On vous retrouve dans quelques instants.
pour la Pour la revue de presse dernière. classique. Classique. Merci beaucoup. Allez, on poursuit notre conducteur et on a un chercheur avec nous. Il va nous parler du peuple Dan, leur origine et tout ce qu'il faut savoir. C'est parti. Ah non, il n'y a pas de jingle. Super. Bonjour, Monsieur Bleu. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui. Excellente année. Merci beaucoup. Et comment on dit bonne année? Oh, le peuple Dan, il y a plusieurs ethnies à l'intérieur. Oui, Il y a les Yakuba. plusieurs groupes sociologiques. D'accord. Oui, Notamment les Yakuba, les Tora, les Go, les Kla, les Konyawe, les Gourou, les Mona, les Gagou, évidemment. Ça, c'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les Yoré. Et en dehors des lignes de frontières, il y a en Guinée ce qu'on appelle les Manon, qui sont les Béressais, les Konon et les Pelé. Et vous, vous comprenez entre vous? Oui, il y a une forme de langue qui lie tout ce peuple-là. Même au Libéria, il y a les Guyo qui sont dans la contrée du Nemba. Alors, on a décidé vraiment pour cette année, avec Kadi Fadiga, la réalisatrice en chef, de faire intervenir donc, nos différentes régions, parler un peu de leur origine, afin franchement de montrer à la Côte d'Ivoire toute la panoplie, la diversité, la richesse culturelle. Aujourd'hui, nous parlons avec M. Bleu du peuple Dan. Alors, origine. Bien, l'origine, on ne saurait situer l'origine exactement, mais nous, en tant que peuple africain, peau noire comme les autres, nous sommes africains. Et comme la civilisation africaine a débuté dans le Sahara, nous disons que nous venons du Sahara. Nous venons de la boucle du Niger, où les royaumes ont eu naissance et ont connu leur apogée, avant d'être, disons, détruit par là, on a une carte à l'antenne, hein? Oui. Vous pouvez la commenter? Oui, voilà. Cette carte, ici, vous voyez, moi je suis né à Bata. Bata, c'est dans la sous-préfecture de Sandougou-Soba, dans le département de Ma. Et vous voyez sur la carte, nous avons entouré deux villages qui sont en Guinée et l'autre à la frontière du Libéria. Bata, Bata. Vous voyez? Ah oui. Voilà. C'est dire que dans mes recherches, je suis allé voir ce que c'est réellement. Puisque moi, j'ai vu sur ma carte d'identité Bata. Et vous voyez, Bata, donc ça m'a intrigué. Je suis allé, j'ai trouvé que nous avons le même fond de langue. Voilà, nous avons la même manière de compter. Et ce qui m'a permis d'identifier les dents, les différents groupes sociologiques dents. Alors, avant, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Les dents viennent d'où? Origine lointaine des dents, par exemple, c'est d'où? Égypte, Libéria? Non, moi je ne partage pas trop cette thèse-là. Quelle est la thèse que vous soutenez? La thèse que je soutiens, les dents viennent de la boucle du Niger, où les royaumes africains ont connu leur apogée. Voilà, c'est ce que mes recherches jusqu'à maintenant m'ont conduit sur les traces de nos ancêtres à ce lieu-là. Quel lieu? Dans la vallée du fleuve Sénégal, dans la région précise de Bouré. La boucle du Niger, vous la avez boucle dit. du Niger. D'accord. Vous savez comment ils se sont retrouvés en Côte d'Ivoire et en Guinée? Oui, plus ou moins, mais comme les recherches continuent, les Dents sont un peuple homogène qui ont connu leur existence dans cette région de Bouré. Et il y a eu aussi l'existence des royaumes de Songhai, Mali et autres. Et quand les Almoravides sont arrivés, ce fut la débandade, puisque c'était une armée forte qui est venue imposer la religion musulmane par la force. Et ils ont réussi à détruire les royaumes qui existaient, c'est-à-dire la nomenclature des royaumes noirs. Alors, donc, les peuples ont dû se replier dans la forêt du Sud. Et c'est là, justement, l'objet de mes recherches. Et le peuplement de l'Afrique subsaharienne et la migration des peuples, l'exemple des Dents. Voilà. Donc, les Dents ont pris le chemin des falaises, des chaînes de montagnes, du Fouta Djallon, qui a le prolongement jusqu'en Côte d'Ivoire par le mont Nemba et le site actuel habité par les Yakuba à Ma. Voilà, c'est le reflet. Et ces montagnes ont été jadis, disons, une situation privilégiée pour les Dents qui y ont profité pour faire replier
les Almoravides. Il y a une technique qui a été développée, une technique de guerre, ça paraît anodin maintenant, mais à l'époque, les dames montaient sur les montagnes où ils habitaient, ils ont fait des villages, et laissaient l'ennemi arriver. Il y a une seule entrée sur les montagnes, en fait, où il y a les villages. L'ennemi arrive, proche du rocher qu'ils ont mis à la porte, à l'entrée du village. Lorsqu'ils coupent la corde, le rocher roule sur les adversaires. C'est ainsi que les dents ont pu survivre et vaincre les ennemis qui venaient les attaquer. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes attachés aux montagnes. Voilà. Vous êtes très attachés aux montagnes. Oui. Parce que les montagnes vous ont sauvé la vie. Voilà. Voilà. Nous avons eu la vie sauve grâce aux montagnes, grâce à la technique, à l'ingéniosité de nos parents, de nos aïeux à l'époque. Alors, comment se stratifie la vie sociale en pays dents? Est-ce qu'il y a un chef? Est-ce qu'il y a... Comment ça se passe? La vie sociale en pays dents a eu plusieurs... Il y a une histoire de cela. D'accord. Voilà. Il y avait le chef, disons, le guerrier avant, et jusqu'à une époque où le guerrier, le défenseur du peuple a disparu, et le peuple a connu ce qu'on appelle l'insurrection interne, la révolte interne, il y avait l'indiscipline, et ce patriarche est revenu sous forme de figurine qu'on appelle gué, masque, parce que gué veut dire celui qui est revenu de la mort. Pas le revenant qui fait peur, mais celui qui est ressuscité de la mort pour venir remettre son peuple en place, pour venir réconcilier le peuple et à donner le courage à ce peuple-là de se défendre et d'exister dans l'histoire, dans l'espace, jusqu'à aujourd'hui. Donc le gué régente le peuple dent. C'est lui le chef. C'est lui qui intercède entre Dieu, c'est-à-dire les morts et les vivants. Il est plus écouté. Voilà. Donc, voilà comment le peuple dent est statué. Nous n'avons pas de roi, nous n'avons pas de chef en réalité. Voilà. Et quelle est la place de la femme dans la communauté dent? La femme occupe une place importante, d'autant plus que le dent même dit que le plus puissant homme se réside dans son épouse. D'accord. Ah bon? Ah oui. Ah d'accord. Vous avez beau être mystique, fort, guerrier, si vous n'avez pas une femme forte qui vous soutient, qui garde vos forces spirituelles, vos forces, en tout cas capitalisées, au domicile, vous n'êtes rien, vous êtes terrassé. Même le lutteur, quand il va lutter sur l'arène de la lutte, sa force est sa femme qui reste dans la case, dans la maison. Et alors comment on reçoit un pays dent? Par exemple, Nessie et moi, on décide d'aller par exemple à Mans, à Bouépleu, à Sadépleu, partout, Sanguiné, tout ça. Comment on nous reçoit? Le peuple dent est très hospitalier. Ah bon? Voilà, vous le verrez même par les noms, parce que c'est l'hospitalité du peuple dent qui a fait naître dans ce peuple-là des noms à consonance étrangère. Voilà. Vous êtes les bienvenus toujours chez le dent. La preuve est que pendant notre initiation, quand nous étions encore petits, on nous disait que le dent, quand il mange, il garde toujours pour le chemin. Je ne comprenais pas pourquoi on dit garder pour le chemin. C'est quand j'ai grandi, j'ai trouvé que le repas qu'on gardait toujours à côté, c'est pour l'étranger qui va arriver. Voilà. Donc on en garde toujours pour l'étranger. Oui, oui. Et parlons de repas. Oui. Quelles sont vos cultures? Les cultures... À part le manioc, parce qu'on sait que le manioc est très prisé par les dents. Donc à part le manioc, quelles sont les cultures dans lesquelles vous excellez? Le manioc, justement, c'est la base de la nourriture des dents. Mais il y a aussi le riz. Le riz, les variétés particulières de riz qui se cultivent dans les montagnes. D'accord. Alors, c'est bien de nous mettre l'eau à la bouche. On va parler de gastronomie dans quelques instants. Le temps donc pour notre journaliste maison de s'installer pour le journal. Mais avant, il y aura la météo. Bienvenue, c'est gentil d'être avec nous. C'est Matin Bonheur en ce 12 janvier 2018. Bonne fête à toutes les Tatiana et puis on se retrouve juste après ça. MTN, everywhere you go.
Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, le temps sera froid dans la partie nord suite au vent sec d'origine désertique. Le brouillard ou la brume humide provoquera des réductions de visibilité dans le sud forestier et sur les régions du littoral. Avec le lever du soleil, ce phénomène disparaîtra pour laisser place à un temps simplement nuageux. Les variables de la matinée seront douces. La minimale affichera 15 degrés pour une maximale de 25 degrés. À Abidjan, il fera 25 degrés. À Diaké, 23 degrés. À Bondoukou, 19 degrés. À Boaké, 18 degrés. 23 degrés à Daloa, 24 degrés à Damboko. Il fera 23 degrés à Gagnoa, 18 degrés à Korogo. 16 degrés dans le Tonkmi, 15 degrés de minimale. Dans le Kabadougou à Odiéné, 24 degrés à San Pedro, 25 degrés de maximale à Sassandra. 23 degrés à Tabou. Il fera 22 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, le temps sera ensoleillé de la frontière nord à la limite océanique. Les vents secs domineront dans les régions partant de la bande centrale au nord. Les particules de poussière resteront en suspension dans l'air sur ces régions. Puis au sud, le temps restera mitigé avec encore quelques résidus d'humidité. Quelques rares nuages pourront se former dans le ciel. Les variables de l'après-midi à présent, on notera 31 degrés sur la ville d'Abidjan, 30 degrés à Diaké, 34 degrés de maximale à Bondoukou, 33 degrés à Boaké, 32 degrés à Daloa. Il fera 33 degrés à Dambokro, 32 degrés à Gagnoa. À Korogo, il fera 33 degrés, 32 degrés à Mankom à Odiéné, 30 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra. La minimale affichera 30 degrés à Tabou, enfin 32 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. La compagnie aérienne Corsair se dit prête à développer ses activités en Côte d'Ivoire. Cette volonté se traduira dans un premier temps par l'augmentation de la fréquence de ses vols entre Paris et Abidjan. C'est le PDG, président directeur général de Corsair, qui l'a annoncé hier matin au président Alassane Ouattara. Outre la montée de la fréquence des vols, Corsair entend également à sa manière accompagner le développement économique de notre pays. On en parle avec Mahama Traoré. Plus de vols entre Paris et Abidjan, et surtout à moindre coût. C'est la nouvelle dimension que veut atteindre la compagnie aérienne Corsair. Reçu ce jeudi par le président Alassane Ouattara, le président directeur général du transporteur français a dévoilé le chronogramme de cette nouvelle fréquence des vols. Nous accélérons la montée en puissance. Nous avons aujourd'hui 4 vols par semaine. Nous aurons un 5e vol dès la fin du mois de janvier, un 6e vol courant du mois de mars et nous serons à 7 vols, donc en vol quotidien à partir de juillet. Voilà, donc ça c'est un engagement que j'avais pris auprès du chef de l'État. Actuellement, nous avons un tarif promotionnel en classe économique à 300 000 francs CFA. J'ai dit également que nous ferons des tarifs très compétitifs également pour la classe affaires, puisque j'ai également annoncé au chef de l'État que nous sommes désormais dotés d'une classe affaires qui nous permet de servir évidemment toutes les demandes, tous les besoins, toutes les envies de voyage et notamment la clientèle affaires qui est de plus en plus nombreuse à voyager entre Paris et Abidjan. En plus de contribuer au dynamisme du monde ivoiro-français des affaires, Corsair entend être un agent de développement du tourisme ivoirien. Le groupe TUI et la compagnie Corsair, évidemment, sont prêtes à s'engager
aux côtés des autorités ivoiriennes pour développer le tourisme. Je crois qu'il y a une réelle opportunité, à travers d'abord le rôle d'Abidjan comme hub régional, puisque voilà, compte tenu du développement et du succès que connaît le transport aérien ici en Côte d'Ivoire, et puis il y a une réelle opportunité de développement de la Côte d'Ivoire. Voilà, il y a encore beaucoup à faire, bien entendu, mais en tout cas, nous serons aux côtés des Ivoiriens pour répondre à leurs objectifs de développement. C'est donc un retour en grand pour la compagnie Corsair. Pour rappel, elle avait suspendu sa desserte d'Abidjan en octobre 2015 pour insuffisance de rendement, 2 ans et demi après le démarrage de ses activités en Côte d'Ivoire. Mais l'attractivité de la destination Côte d'Ivoire a poussé Corsair à reprendre ses vols en juin 2016. Depuis, la compagnie a transporté plus de 400 000 voyageurs. Vous vous en êtes rendu compte, le reportage de Mahama Traoré a été commenté pour vous par Abiba Dombele Saoué. Le chef du gouvernement, Amadogon Coulibaly, de son côté, a eu hier jeudi après-midi donc une séance de travail avec une délégation de parlementaires japonais. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération entre les deux pays concernant notamment les secteurs de la santé et des infrastructures. Le reportage d'Alexis Ouedraogo vous sera proposé dans nos prochains journaux. D'ici là, sachez qu'en juillet dernier, juillet 2017, les autorités ivoiriennes ont plafonné le prix de certaines denrées de grande consommation. Cette décision de surveillance des prix sur le marché s'inscrivait dans le cadre de la lutte contre la vie chère. D'une durée de 6 mois, la mesure arrive à expiration ce 12 janvier, moment choisi par le ministre en charge des activités commerciales pour faire le point de l'application de cette mesure. Souleymane Diarasouba, c'est de lui qu'il s'agit. Il se félicitait de la bonne exécution de la décision présidentielle sur le terrain. Il a surtout remercié l'ensemble de la chaîne de production et de distribution des produits. C'était au micro de notre reporter Lanciné Bakayoko. La décision de plafonnement des prix concernait les denrées de grande consommation, à savoir le riz, le sucre, la tomate concentrée, l'huile de table, le ciment, mais également le transport et le logement. Des produits régulièrement objets de pratiques spéculatives. La mesure gouvernementale qui expire ce 12 janvier a été plus que payante. Sur un total de 13 975 points de vente de magasins visités, nous constatons que le respect des prix plafonnés est de 92%. Donc nous avons, le nombre d'infractions est seulement de 1199 infractions, ce qui représente seulement 8% du nombre de magasins visités. Le succès de cette opération, qui aura globalement permis de préserver le pouvoir d'achat des ménages, a été rendu possible grâce aux campagnes de sensibilisation menées par les services de contrôle, mais surtout au civisme des acteurs. Il faut vraiment féliciter les industriels, les acteurs de la grande distribution, qui ont accepté d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de cette mesure. Cette disponibilité des industriels et forcément des commerçants devrait se poursuivre, car la fin de la mesure de plafonnement ne saurait signifier la reprise de la surenchère. Nous demandons aux acteurs du marché, aux différents intermédiaires, aux différents commerçants d'éviter à nouveau des pratiques spéculatives qui peuvent justifier une hausse démesurée des prix de ces produits. Selon les chiffres du commerce intérieur, l'alimentation représente 27% des dépenses de consommation des ménages en Côte d'Ivoire. Quant au transport et au logement, il avoisine les 35% des charges familiales. Le centre d'excellence en formation de froid dans la commune de Koumassi a bénéficié hier jeudi d'équipements frigorifiques didactiques. Ces équipements vont permettre de former les apprenants en froid aussi bien sur le plan théorique que pratique. Coût du matériel, 400 millions de francs CFA. Les précisions de Grace Kando. L'utilisation du gaz R12 pour l'alimentation des réfrigérateurs, des entrepôts frigorifiques et des centres de climatisation détruit la couche d'ozone sans laquelle la vie sur Terre est impossible. La couche d'ozone protège contre les rayonnements ultraviolets du Soleil. En ratifiant la Convention de Vienne, la Côte d'Ivoire s'est engagée à mettre fin à l'utilisation du gaz R12, un processus qui prend en compte la formation, la mise à niveau des professionnels et techniciens du froid. À cet effet,
Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a remis du matériel des dernières générations au Centre d'excellence en formation de froid dans la commune de Koumassi. Ce matériel de qualité doit permettre au maximum d'entre vous d'être bien formés. Il est donc essentiel d'en prendre soin afin qu'il profite à tous le plus longtemps possible. Le projet d'implantation de ces centres d'excellence permettra de renforcer les capacités des formateurs des spécialités de froid et de climatisation, tout en offrant la possibilité aux apprenants des dites filières de bénéficier de ces installations. D'une valeur de plus de 400 millions de francs CFA, ce matériel a été acquis avec l'appui de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. L'objectif, c'est d'assister la Côte d'Ivoire à réduire donc toutes les émissions à effet de serre qui sont produites justement par des équipements qui sont dans le froid. C'est dans ce cadre-là que nous apportons donc notre assistance donc à la Côte d'Ivoire. L'élimination des substances chimiques a permis d'éviter près de 2 millions de cas de cancer de la peau chaque année dans les 193 pays du monde ayant ratifié la Convention de Vienne. Un mot de sport dans ce journal, c'est de foot, c'est du foot. À la suite de la requête formulée par plusieurs clubs membres de la Fédération ivoirienne de football le 29 décembre dernier, le comité exécutif de la FIF vient de livrer son verdict et c'était lors d'une conférence de presse mercredi 10 janvier dans ses locaux à Trècheville. Le reportage de nos confrères de RTI Sport. La crise du football ivoirien connaît un autre épisode. Dans son adresse face à la presse le 4 janvier dernier, le président de la Ligue professionnelle et premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Sori Diabaté, affirmait que le comité exécutif allait analyser profondément la requête formulée par 42 clubs et groupements d'intérêt de la fédération, où ces derniers réclamaient du comité exécutif la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. 6 jours après, l'instance fédérale, par la voix de son directeur exécutif, Jean-Baptiste Sametiassé, donne dans un communiqué sa position après examen de la demande. Au terme des dispositions de l'article 36 des statuts de la FIF, le quorum requis pour la convocation à une assemblée générale extraordinaire par les membres actifs est de 50% plus 1. La FIF compte à ce jour 81 membres actifs. Il s'ensuit donc que le quorum est de 42. La FIF a reçu une demande émanant de 38 clubs et 4 groupements d'intérêt, soit 42. Sur ces 42 membres actifs à ce jour, la FIF a reçu des clubs signataires 4 désistements formels. Ces clubs sont Cosmos Football Club d'Abidjan, Association sportive de Divo, Guéry Football Club de Gagnoa, Tanosport à Pimandoum. Ces clubs déclarent ne plus se reconnaître dans la demande de convocation de l'Assemblée générale extraordinaire et annulent de façon irrévocable et définitive les dites demandes. Du fait de ces désistements, les clubs demandeurs se retrouvent à 38. Le quorum requis par les textes statutaires ne se trouve donc pas réuni. Le comité exécutif déclare irrecevable la demande collective de tenue d'une assemblée générale telle que notifiée dans le dit exploit. Cette nouvelle disposition vient-elle mettre un terme à ce feuilleton? Quoi qu'il en soit, l'espoir d'un apaisement au sein de l'instance du football est caressé par tous. L'actualité internationale, en bref, fidèle parmi les fidèles du régime de Brazzaville, le général Norbert Dabira a été interpellé mercredi par les services de police qui le maintiennent en garde à vue à la Direction générale de surveillance du territoire. Originaire de la même région que le président Dédi Sassou Nguesso, cet ancien inspecteur de l'armée serait soupçonné d'avoir voulu fomenter un coup d'État en 2017. Nouvel écart de langage raciste pour le président américain Donald
Trump qui a qualifié Haïti et le Salvador ainsi que plusieurs nations africaines de pays de merde. Le président s'est exprimé ainsi alors que des sénateurs venaient lui présenter un compromis trouvé sur l'immigration. Plusieurs élus républicains et démocrates ont fait part de leur indignation. C'est la fin de ce journal. Je serai encore chez vous demain à 6h30. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hamza. Merci. Ça, c'est hors de la matinale. Parce que demain, il n'y aura pas la matinale. Ah oui, en dehors de la matinale. Voilà. Sans nous. On va vous manquer, on espère. Oui, bien sûr. Toujours. Même quand je suis avec vous et que je pars comme ça, vous me manquez. Oh là là, on vous manque tellement que vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, c'est ça? Bien sûr. Vous restez? Je suis là. D'accord. Donc, en attendant, Fatim Djedje est là pour la revue de presse classique. Bonjour. Mesdames et messieurs, par le verdict du procès de Jean-Noël Abbaye. Selon l'Inter, les détenus accusés d'avoir voulu renverser le pouvoir en place dimanche 23 décembre 2012 ont été situés sur leur sort. Hier, jeudi 11 janvier, à l'issue de leur procès en assises, ils ont été pour la plupart acquittés. Sauf 4 parmi eux, dont Jean-Noël Abbaye, condamné à 10 ans de prison ferme. Ils sont accusés pour Abbaye de complot contre l'autorité de l'État et pour les autres de complot contre l'autorité de l'État et tentative d'attentat contre l'autorité de l'État. Pour avoir déjà fait 5 ans de prison, ces détenus n'en feront que 5 autres s'ils ne se pourvoient pas en cassation et les condamnés ont 5 jours pour le faire. Notre voix revient sur la candidature de Fabrice Savagnon. Hier, Clément Adjoufouro et son binôme William Kofi ont affirmé lors d'une conférence de presse que, je les cite, « Pour les prochaines élections municipales dans la commune du Plateau, Fabrice Savagnon, notre leader, conduira une liste indépendante. Contrairement à ce que l'on veut faire croire à l'opinion, notre candidat n'est militant d'aucun parti politique en Côte d'Ivoire. Il n'est pas militant du RDR, il est certes le responsable de la communication du président de la République, mais ce sont des relations professionnelles qui ne font pas de M. Savagnon un militant RDR. Donc, au Plateau, il n'y aura pas de guéguerre entre le PDCI et le RDR, comme certains l'insinuent depuis quelque temps. Aux journalistes qui leur ont demandé pourquoi eux, des membres du bureau politique du PDCI, se retrouvent avec un candidat indépendant, ils ont répondu que c'est le fonctionnement actuel du parti qui les y contraint. Une tribune en France fait couler beaucoup d'encre à l'étranger. Plusieurs journaux étrangers ont réagi à la publication d'une tribune dans le journal Le Monde, signée par 100 femmes, dont l'actrice Catherine Deneuve. Elles y développent leurs doutes quant à la libération de la parole qui a suivi l'affaire Weinstein, notamment avec les mots d'ordre #MeToo aux États-Unis et #Balance ton porc en France. Les co-signataires évoquent le puritanisme qui entoure ces mouvements et réclament un droit à être importuné. On croirait rêver. C'est un cri de colère dénonçant un climat totalitaire en matière de sexualité qui ne pouvait probablement venir que de France, le berceau du libertinage, écrit le quotidien allemand Die Welt. Aux États-Unis, The Atlantic avance ainsi que dans les pays anglo-saxons, pour bon nombre de femmes, le fait de ne pas être seule est source de réconfort et le fait de s'exprimer fait naître un sentiment de solidarité. En France, l'idée est que si vous donnez des noms, vous avez plus de chances d'être accusé de collabo ou de traître. Pour la journaliste Rachel Donadio du magazine américain donc The Atlantic, cette situation révèle avant tout la complexité de la question du sexisme dans l'Hexagone. En France, le pays qui a inventé l'industrie cosmétique moderne, une femme grandit avec l'idée qu'elle doit se connaître elle-même et qu'elle peut utiliser l'arme de la séduction à sa guise. Elle y est toutefois contrainte par la culture de son pays. Faut-il y voir une forme d'émancipation ou la preuve d'une culture profondément sexiste? On finit avec les frasques du fils du Premier ministre israélien. Toute la journée de lundi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est démené pour empêcher la diffusion par la seconde chaîne de télévision israélienne d'un enregistrement audio impliquant son fils aîné Yair. Son avocat a même adressé une lettre à la rédaction concernée, mais rien n'y fait. L'enregistrement a ouvert le journal de 20 h, provoquant immédiatement un énorme scandale. Alors, la scène se passe durant une nuit de l'été 2015. Dans la voiture de service sont assis le chauffeur et le garde du corps, ainsi que Yair Netanyahou et 2 de ses copains, fils de richissime homme d'affaires. Je vous propose de regarder le verbatim qui va apparaître à l'écran. Je ne peux pas tout lire, c'est très vulgaire. Mais la partie qui nous intéresse, voici ce qu'il dit. « Mon pote, tu dois être très gentil avec moi. Mon père a fait avoir à ton père un beau deal. Il s'est battu pour cela à la Knesset. » La Knesset, c'est le parlement israélien. « Et mon pote, mon père a arrangé pour ton père un deal de 20 milliards de dollars dans l'accord sur le tarif du gaz. Et tu viens pleurnicher pour 400 shekels, c'est-à-dire 65 000 francs CFA, que je te dois, espèce de fils de... » Je vous laisse deviner la suite.
Ça va nous servir d'insolite. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dimanche sur Radio Côte d'Ivoire pour Ailleurs dans le monde. Très bon week-end et excellente poursuite d'émission. 6h47 minutes, mesdames et messieurs. On va aller au pas de course maintenant avec une rubrique qui est très très importante, les vendredis astuces et conseils, Nessie. Effectivement, donc les recettes, les astuces, tout ça pour faciliter votre quotidien, c'est maintenant. Souvent, par inattention, vous vous asseyez sur un chewing-gum qui tache votre vêtement. Comment faire pour le décoller sans abîmer votre vêtement? Voici une astuce qui vous aidera à le retirer très facilement. Prenez un glaçon, frottez-le sur le chewing-gum pendant plusieurs minutes afin de le durcir. Retirez doucement le chewing-gum à l'aide d'une cuillère ou d'un petit couteau. Simple et facile comme astuce. Waouh, simple comme simpli ça. Toujours comme ça, astuces et conseils. Et voilà, notre invité, il est toujours là. Hein. Mais vous n'avez rien à dire sur astuces et conseils pour que sur l'invité? En fait, comme j'ai l'habitude de marcher du chewing-gum, donc je veux fuir le sujet. Quoi. Ah, d'accord. Parce que, Marco, attention à moi. Le sujet, heureusement qu'on a une astuce maintenant pour vous permettre de vous débarrasser des chewing-gums qui vous restent collés sur vos différents vêtements et sur vos différents vêtements. Voilà. Au pays d'An, par exemple, est-ce qu'on n'a pas la culture du chewing-gum? Parce qu'il y a des astuces aussi. Il y a des astuces spécialement dans. Oui, bon. Des petits secrets, que ce soit dans la cuisine ou... Oui, dans tous les peuples, il y a des astuces. Ben oui, mais on veut savoir les astuces chez les dents. Bon, si vous en avez, bien sûr. Bon, je n'en ai pas d'idée fixe, comme ça me surprend la question. Vous ne voulez pas partager avec nous? La prochaine fois, au prochain C'est ça, justement. Nous, on ne veut pas forcément les questions préparées, on veut vous surprendre. Alors, dites-nous, en pays d'An, on a parlé de réception, on a parlé d'origine, on a parlé de ces coutumes. On va continuer, on va poursuivre. Le mariage en pays d'An, comment ça se passe? C'est un moment très important. Nessie a parlé tout à l'heure de la place de la femme. Le mariage en pays d'An, comment ça se passe? Donc, comme je le disais, la femme, c'est le complément, le support de l'homme. Bien que l'homme représentant la société d'An en général, mais la femme est l'élément important qui doit pérenniser, perpétuer l'espèce d'An. Donc, à ce titre-là, le mariage est très important. Dans la société d'An, lorsque vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas assister à toutes les réunions de responsabilité. Voilà, les hommes responsables du village se déterminent par leur situation matrimoniale. Et comment ça se passe, la dot? La dot, bon, il y a 3 étapes dans le mariage d'An. La première étape, c'est une amitié simple. Il n'y a pas de coco chez vous? Non, nous, on ne fait pas de coco. Ah, d'accord. Voilà. Vous allez dans un village, dans un champ, vous trouvez une jeune fille qui vous plaît. Dans un champ? Oui, un champ. C'est-à-dire vous allez travailler. Oui, au bord du marigot. Au bord du marigot, vous trouvez une jeune fille qui vous plaît. Vous avez la possibilité, si elle est avec ses camarades, des parents, vous avez la possibilité de dire, ah, cette fille-là, elle me plaît, elle sera mon amie. Voilà, ça c'est la première étape. Ça c'est la première étape. Voilà. On s'adresse à la fille ou on s'adresse à l'entourage? On s'adresse, non, généralement pour le respect, le temps ne s'adresse pas directement à la fille. À la fille. Voilà, mais c'est à l'entourage. À l'entourage, voilà. D'accord. D'accord. Ça, c'est la première étape. La première étape. Ça, l'étape de l'amitié. Voilà. Ensuite? Maintenant, avec les contacts que vous allez établir, vous venez vous présenter aux parents. Présenter aux parents pour dire que votre fille me plaît et je voudrais entamer les démarches du mariage. Sans toutefois parler à la fille? Non. Oui, bon. Jusque-là, bon, quand c'est des générations de même âge, les jeunes de même âge, vous avez le contact avec la fille. Mais bon, le contact, ça reste juste aux salutations et aux petites questions de s'habituer à la personne. Voilà. Question de routine, quoi. Voilà. Et la dernière étape? Maintenant, lorsque nous sommes sûrs que la femme
va nous appartenir avec les enquêtes qu'on aura menées dans la famille de nos futurs beaux-parents. Alors, on se présente pour les cérémonies de dot. Et les enquêtes, ça se passe comment? Expliquez-nous. Les enquêtes se passent... connaître la moralité de la fille, oui. la famille, tout ça, c'est ça? Généralement, les moralités sont quand même visibles dès que vous entrez dans un village. Voilà, vous avez... Les parents sont un peu partout. Vous avez des parents qui vous renseignent sur la moralité de la famille. Qui vous donnent les sons, comme les on dit. sons, voilà. Mais il faut dire que l'initiation fait partie de la formation du dent. Quelle que soit la moralité, mais si votre fille a été initiée à la vie des dents, donc elle va changer évidemment. Parce qu'il y a l'éthique. L'initiation chez les garçons comme chez les femmes, c'est une école de formation du futur citoyen qui doit se comporter comme le veut l'éthique de la société dent. C'est-à-dire, l'éthique de la société dent. L'éthique, c'est le comportement, la réception qu'on fait d'un étranger, la manière dont on doit cuisiner pour son mari, le respect qu'on doit avoir dans le foyer. Tout cela, ça s'apprend au cours des initiations. Il y a plusieurs étapes d'initiation, mais la première qui se faisait, c'est là qu'on apprenait à la fille comment elle doit devenir mère, comment elle doit tenir son foyer. Justement, parlons-en. Ça ne se fait plus. Avant, c'était l'excision. Oui. Mais maintenant, ça a changé. L'excision, en fait, C'était. Oui, c'était l'excision. Mais je veux dire que c'est un acte qui était posé pendant le processus d'initiation. Voilà. On peut enlever cet acte-là et puis continuer à former la jeune fille. D'accord. Voilà. Ça ne biaise pas l'initiation. Non, ça ne biaise pas. Ça ne biaise pas. Bon par exemple, au niveau de l'initiation des jeunes filles, on contrôlait même la virginité à l'époque. Et ça faisait la fierté de la famille. Lorsque votre fille arrive à cette étape-là, vierge, mais ça se fête. Ça se fête. Donc, l'excision, on peut lutter du processus de l'initiation de la jeune fille. Et on va continuer à perpétuer, à pérenniser cette formation capitale et importante pour la vie de la société, dans la société. D'accord. Donc ça veut dire que là, on a toutes les informations. Oui. Il y a le mariage, on a maintenant le mariage se célèbre. Quand il y a la célébration à proprement parler, on a traversé toutes les étapes. Oui. Comment ça se passe? Comment la fête se déroule? Qu'est-ce qu'on apporte comme victuailles? Bon, d'abord, il y a un sociologue qui est là, il nous écoute. Hein. Oui. Ce qui est important dans le mariage le plus souvent, c'est la joie d'obtenir l'être chéri. Vous voyez. Donc, d'abord, chez le dent, on prouve l'amour par les actes qu'on pose à la famille de la femme. Voilà. Par les actes qu'on pose à la famille de la femme. C'est comme ça l'homme prouve son amour. C'est financier ou c'est non, physique? pas forcément physique, parce que vous commencez quand vous aimez, vous admirez une fille, les gens de votre village, par exemple, ou bien de votre famille, votre concession, vous mettez ensemble, vous allez travailler dans le champ des parents de la jeune fille. Ah, d'accord. Vous travaillez. travaillez. C'est bon à savoir ça. Voilà. On vous remarque là. Il peut y avoir 2 ou 3 prétendants. Vous vous retrouvez dans le même champ, pour les mêmes travaux. Mais chaque village, chaque groupe doit prouver sa force au travail. Donc chaque prétendant a ses soutiens. Oui. Et ça permet aux parents de savoir où la fille va là, si elle va vivre décemment. Parce que c'est le courage que vous allez mettre, l'ardeur que vous mettez au travail, votre organisation, l'entente dans votre groupe de travail. Tout ça, ça incite les parents à convaincre leur fille à marier le prétendant en question. Donc ça, c'est l'examen le plus important. Oui, et si il aboue des centaines d'hectares et qu'il a d'autres défauts? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Les défauts sont partout, mais souvent même on est perdant. On est perdant, vous êtes beau, vous êtes courageux, mais il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Le côté mystique. Oui. Quand vous voyez que la fille est en train de vous échapper, vous faites appel aussi à vos arrières, et puis vous pouvez voler la fille. Vos supporters, vous pouvez voler votre femme.
Vous la volez, c'est-à-dire que vous l'hypnotisez, vous passez par d'autres moyens, vous convainquez le parent et vous volez la fille, vous l'envoyez dans votre village. Et c'est de manière triomphale. Vous utilisez des maléfices pour sorceler la femme? Oui, bon, sorceler, c'est un peu trop dire. Mais si tu m'appartiens, regarde bien, suis-moi dans la plantation, je vais là et on va voir que... Tout peuple a cette force occulte-là. Qui permet quand même de garder l'hégémonie et la confiance entre l'interconfiance en fait. On va parler de religion. Oui. Parce que si vous utilisez si vous faites ce genre de pratique-là, c'est quoi votre religion? Vous êtes animiste, plutôt animiste, chrétien, féticheur? À l'origine, la société dedans est animiste, c'est ça? L'animisme, c'est un peu... ce que nous sommes taxés d'animistes. Ça, c'est l'interprétation des Blancs. D'accord. Voilà. Mais vous avez vos croyances. Vous estimez que vous avez nous avons nos croyances. Nous croyons tous en Dieu. Mais le canal par lequel nous incertisons à Dieu est différent. D'accord. Voilà. Sinon, Dieu, le Créateur, tous les unique. Vous avez une croyance à un Dieu unique. Voilà. Déjà maintenant, les interfaces, c'est ce qui diffère. D'accord. Voilà. Alors, on va terminer sur une note un peu plus cartésienne, la nourriture. Alors, dites-nous, quels sont les plats qu'on a en Pays d'An? Parce que nous sommes vendredi, voilà, qu'est-ce qu'on mange justement, vendredi, c'est le jour du marché de Mar, la capitale des dites montagnes. D'accord. Moi, je vous dis, j'aime beaucoup Mans, c'est magnifique et je pense que on devrait vraiment exploiter. Il y a trop de tourisme là-bas. Ça pue le tourisme et c'est trop joliment. Franchement, c'est l'un des plus beaux endroits de Côte d'Ivoire et d'Afrique de l'Ouest, je vous le dis. Oui. Franchement, c'est magnifique. Pour prendre un mot, je profite du temps d'antenne pour féliciter un jeune docteur, le docteur Boué Benka, qui est jeune et qui a vu dans le patrimoine culturel, riche patrimoine culturel, dans cette façon-là de pérenniser, de développer et peut-être d'enrichir encore les parents. On le salue. Maintenant, les plats pour terminer. Les plats. Bon, les plats, comme je l'ai dit. Le cléba. Oui, le clé bas, bon, ça sonne un peu guéré. Voilà. Parce que nous, c'est le zan avec le bas, effectivement. Voilà. Ou bien le guillet. Ça, c'est les sauces particulières. Et on met quoi dedans dans les sauces là? Bon, les sauces, c'est généralement les champignons. Les champignons sont la base des cuisines avec le manioc. Avec le manioc. Les champignons, la viande de brousse. Mais comme il n'y a pas assez de viande maintenant, donc on se contente du poisson et des poulets du village. Sinon, les mets sont toujours bien faits. Bon, tout ça, c'est bien beau. Vous nous recevez quand à Mans, Nessie et toute l'équipe de Matin Bonheur? Oui. Nous vous recevons, nous vous invitons particulièrement à Mans du 3 au 5 juin prochain, lors du festival des arts, de la culture et des arts dans. Ok, on sera là. On va venir s'amuser. Merci beaucoup à vous, monsieur Bleu Adoni. Chaque vendredi, ce sera comme ça, une incursion dans nos traditions, dans nos régions, afin de parler un peu du riche patrimoine qui sous-tend ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Voici la suite de cette émission. Allez, on va partir pour la thématique du jour. Ça a débuté la semaine dernière. On a parlé... Acte 2. Acte 2, voilà. Donc, vous avez redemandé. Et voilà, l'équipe de Matin Bonheur va vous satisfaire. Aujourd'hui, l'insalubrité en Côte d'Ivoire, un civisme ou fait culturel, l'élément explicatif, et on reçoit nos mêmes invités que la semaine dernière. C'est parti. Pendant longtemps, Abidjan a été la vitrine de l'Afrique de l'Ouest avec ses rues propres et salubres. Tellement belle qu'elle était surnommée la perle des lagunes. Mais aujourd'hui, la ville d'Abidjan n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle ne fait plus rêver. De perle des lagunes, Abidjan est devenue la perle des ordures. Comment organiser la gestion de toutes ces ordures ménagères? Une tâche pas du tout aisée. Pour relever le défi de rendre propre et agréable cette ville cosmopolite, des précollecteurs qui sont des particuliers se chargent de l'enlèvement des ordures, mais ce n'est pas gratuit. Ça demande, il y a 1000 francs, il y a 2000, il y a 4000, il y a 5000. Ça demande à travailler là. Il y a certains, il y a beaucoup, il y en a, c'est pas beaucoup. C'est par mois, c'est pas par semaine, c'est par mois. Bon, le travail, ça se passe très bien. C'est la population qui nous complique le travail. Mais ce que on fait de nos mieux, ça va.
Bon, après le passage des camions, nous sommes là pour faire les ratissailles, pour les chercher qui sortent. Un ton, bon, on ramasse. Maintenant, on s'en va déverser. On a des sites où à Béné, il y a Kokovico, il y a Bangui, Zo, Agban. Bon, c'est nos travails qui sont là. Après le passage des camions, c'est un ratissage nous on fait. Présentement, on a comme Cocody Vallon des plateaux. Je prends la voie de la tri. De la tri, on prend les pistes aussi où les camions ne peuvent pas rentrer. On est censé aussi rendre ça le propre aussi. On fait de nos mieux pour pouvoir mettre propre. Mais si la population ne nous aide pas, après nos passages qu'ils déposent, c'est comme on n'en a rien fait. Vraiment, on fait de nos mieux. On demande à la population de nous comprendre pour nous aider à mener cette propriété-là. Voilà, je ramasse les ordures verts, les ordures ménagères. Je prends aussi carrément les bagages. Donc, voici comment on prend ici et puis on s'en va verser dans les zones, comment on appelle, l'État a mis les structures en place. On arrive, ça va déposer là-bas. Voilà, et puis, il y a d'autres camions qui vont récupérer pour aller déposer dans les zones à Kodo. Voilà, c'est un peu ça. Bon, au fait, il y a des zones où l'État a mis les gens. Voilà, il y a des camions. Voilà, c'est des coins où l'État a mis ces éléments. Voilà, donc ça va déposer là-bas et ils viennent récupérer pour aller déposer dans les zones où ils devaient jeter. Les ménages n'ayant pas toujours les moyens de payer ces précollecteurs choisissent la solution la plus simple, déverser dans les rues ou les caniveaux les ordures ménagères. Abidjan est sale. Les responsabilités sont aussi partagées, car si l'argent fait défaut, les ordures s'amoncellent dans les rues, signe de mécontentement des sociétés de ramassage des déchets qui ont deux types de collecte. La collecte via les camions bennes, activité quotidienne. Et selon les principes, les opérateurs, je veux dire les ménages, doivent sortir les ordures ménagères de 17h, en fait, dans la soirée, pour pouvoir permettre aux opérateurs de collecter toute la nuit, de sorte que matin, on ne se retrouve pas avec les déchets. Et la contrainte que nous avons, la majorité des populations ne le font pas, ils ne suivent pas ces consignes. Une deuxième contrainte des opérateurs est liée souvent à l'État de Côte d'Ivoire qui, vraiment pas mal depuis plusieurs années, les règlements des opérateurs ne se font pas à temps. Et sachant que ce secteur-là est un secteur qui est assez lourd, et quand les paiements ne suivent pas, les opérateurs ont pas mal de difficultés à assurer les activités quotidiennement. Les mairies devaient pouvoir équiper leurs communes en contenants. C'est-à-dire des bacs doivent être entreposés à des carrefours pour permettre aux ménages de pouvoir, celui qui passe par là, pouvoir se débarrasser de ces déchets. Ce qui fait que vous voyez des ordures qui sont déposées à même le sol à tous les carrefours d'Abidjan. Donc ça contribue fortement à l'insalubrité du district d'Abidjan. Les opérations ville propre ou coup de balai se succèdent. Mais au fil des ans, Abidjan ploie toujours sous les ordures. Comment y remédier? La solution peut être dans cette question. Comment et pourquoi Abidjan est-elle devenue si insalubre? Comme on dit en Côte d'Ivoire chez nous, question frère. Merci d'être avec nous pour l'acte 2 de ce sujet, la salubrité en question. Insalubrité en Côte d'Ivoire, incivisme ou fête culturelle. Nous devions être en compagnie de deux invités, mais nous n'avons qu'un, docteur Nikez Nielbien, qui est avec nous, notre sociologue maison. Malheureusement, nous n'avons pas pu entrer en contact avec M. Omer Kamelan, conseiller technique au ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, qui était avec nous la semaine passée, qui devait être là aujourd'hui. Mais cela ne va entacher en rien notre volonté donc de partager, d'approfondir le débat avec Dr Nielbien. Dr Niel, vous avez vu l'élément, hein? On parle de précollecteurs, on parle de collecteurs. À une certaine époque, on n'avait pas tout ça, mais Abidjan était propre. Oui, effectivement, je pense que vous avez touché du doigt le problème. Parce que quand un problème est posé, c'est une question de responsabilité. Et plus la chaîne est longue, plus il y a d'acteurs. Et en droit, c'est connu. Plus il y a tendance à la dilution des responsabilités. En Afrique, on dit souvent les chances pour qu'un mouton dorme dehors
c'est quand il a plusieurs propriétaires. Parce que l'un va dire, moi je préfère aller dire au revoir à tel parent qui s'en va, mais M. Govoy pourra toujours rentrer le mouton. Un autre dira autre chose. Mais moins il y a d'acteurs, moins il y a de responsables, plus on a des chances que les choses soient faites. Parce que, comme vous l'avez dit, des jeunes qui viennent enlever les ordures chez nous, jusqu'au lieu, au premier lieu d'entreposage, ça peut être des bacs, des mairies ou des carrefours tout simplement, ou des endroits aménagés sommairement, jusqu'à ce qu'on se retrouve à la déchetterie d'Akwedo. C'est un long parcours, c'est un long chemin, c'est tout un cheminement. C'est un sujet particulier aussi, on parfaitement, va revenir là-dessus. Parfaitement, parce que ça fait des années qu'on ne sait pas si cette déchetterie est provisoire ou si elle est permanente ou si les plaintes des riverains sont fondées, etc., etc. Donc effectivement, moi je pense que dans la longueur de la chaîne, il y a toute une dilution des responsabilités et à un moment donné, véritablement, ça devient complexe. D'accord. Et selon vous, qu'est-ce que la population doit faire à son niveau? La population doit, à mon avis, maîtriser un tant soit peu le système. Parce que quand vous produisez les ordures chez vous, quelle est l'étape et la responsabilité qui vous incombe? Soit ça va se passer devant votre porte, et est-ce que c'est à vous d'aménager quelque chose pour recevoir vos déchets? Est-ce que c'est à l'îlot, c'est-à-dire le petit quartier, ou bien est-ce que l'État prend le relais dès que vous mettez les ordures ou la mairie devant votre porte? Parce que ce que la population doit faire dépend déjà de sa production des déchets, de sa capacité peut-être à les trier, de sa capacité à les conserver et de sa capacité à pouvoir embrancher le premier mécanisme de transport ou de ramassage. La population aussi peut, dans sa relation aux déchets, on l'a dit la dernière fois, l'incivisme consiste à se débarrasser de ces déchets dans la rue ou dans les lieux publics. À ce niveau aussi, la population peut se responsabiliser. À savoir que si je produis des déchets, je peux les conserver dans ma voiture jusqu'à ce que je trouve un endroit propice ou idoine pour m'en débarrasser. La population peut également éviter de cracher par terre, ça aussi, on n'est pas obligé de le faire, etc., etc. Donc, d'uriner, effectivement, de déféquer, vous avez parfaitement raison. Il y a des comportements qui nous incombent, des comportements responsables. Parce que ce sont des comportements qui impactent directement notre santé et la santé des autres. C'est vrai que pour faire pipi, chacun évite son quartier. Pour faire pipi, chacun évite son environnement immédiat où on le connaît. Mais si chacun le fait de manière croisée, vous voyez qu'à un moment donné, c'est comme si nous nous rendons tous malades les uns les autres. Alors, est-ce qu'on a fabriqué finalement la saleté à Abidjan? Est-ce qu'on a tout fait pour? Parce que quand on voit l'organisation qui était là à une certaine époque, et ce qu'on voit aujourd'hui, personne n'est responsable, c'est l'autre, tous les jours c'est l'autre, c'est l'autre qui a fait ceci, ça incombe à qui. Et comme vous l'avez si bien signifié, la chaîne de responsabilité fait qu'il y a une certaine dilution. Et ça, c'est très, très... Est-ce qu'on n'a pas finalement rendu Abidjan sale? Effectivement, on l'a rendu, puisque c'est un processus, vous avez parfaitement raison. Jusqu'à dans les années 70, on avait les TP, les véhicules, et aussi les prisonniers qui ramassaient les ordures. C'était vraiment clair, c'était clarifié. Et les mairies étaient impliquées, les implications étaient complémentaires, la population aussi était sensibilisée. Il y a certains maires qui faisaient les rondes dans leur commune, et quand les devantures n'étaient pas débroussaillées, vous aviez des amendes, vous aviez à aller répondre à la mairie ou au tribunal, ou comment dirais, dans les commissariats. C'était un ensemble. L'État prenait sa part, la mairie prenait sa part et les usagers prenaient leur part. À partir de ces trois acteurs, on avait tout le système. Donc tout ce qui se passait devant vous, chez vous, vous étiez automatiquement engagé, impliqué. Et l'État faisait l'effort de vérifier cela. Les mairies aussi faisaient cet effort-là. Donc à travers ces trois acteurs clairement identifiés, et la famille aussi mettait la pression sur les enfants. On avait pratiquement un Abidjan propre. Parce qu'on savait très bien, ça se passe autour de chez vous, c'est vous. Ça se passe dans le quartier, ce sont les résidents. Et à partir de là, la mairie s'implique, l'État s'implique. Aujourd'hui, la chaîne est devenue très, 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 très complexe. On ne sait plus qui fait quoi. Est-ce que les jeunes qui viennent prendre les ordures chez nous, à qui on donne de l'argent,
Est-ce qu'effectivement, il y a un contrat clair, moral ou juridique entre nous? Est-ce qu'ils ont une assurance? Etc. Est-ce qu'ils ont le matériel pour être en contact avec ces déchets-là? Exactement. Est-ce qu'ils ont l'organisation, l'éducation, la formation nécessaire par rapport à l'appréhension des déchets? Parfaitement, vous avez raison. Déverser? Exactement. Quelle est leur responsabilité? On commence par, vous avez raison, un mot de débarras. Moi, je ne sais où mettre mes ordures. Ils viennent, ils me demandent de l'argent, je leur délègue mes ordures. Mais à aucun moment, vous avez parfaitement raison, je ne m'assure qu'ils sont référencés quelque part, soit par la mairie, soit par l'État. Lequel référencement demanderait quoi? Qu'ils aient la formation au ramassage et à la collecte des ordures. Qu'ils sachent peut-être trier les ordures, sélectionner les ordures, les emmener vers des endroits appropriés. Donc, je ne m'assure pas de cela, mais je suis content d'être débarrassé. Et à partir du moment où ils m'en débarrassent, naturellement, je ne cherche pas à savoir ce qu'ils en font. Et de proche en proche, on se retrouve dans des ordures qu'on retrouve partout, dans des ordures qu'on jette un peu partout. Parce que ce schéma de me débarrasser de mes ordures font qu'à un moment donné, si eux aussi ils sont plus ou moins embarrassés par les moyens, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas, ils ont des tricycles ou bien ils ont des charrettes, etc., s'ils ne peuvent pas aller très loin, ils les déposent là où ils peuvent les déposer rapidement pour aller en chercher d'autres, etc., etc. Donc, à un moment donné, si dans la ligne de responsabilité, on ne s'assure pas qui commence et à qui il délègue après, ça devient extrêmement compliqué. Parce que nous aussi, riverains, nous ne faisons pas l'effort de communiquer avec nos mairies pour savoir quel est le statut exact de ces gens qui viennent vers nous. On pense que le problème est réglé et après, on est surpris que ces ordures, à un tournant de rue et autres, se retrouvent pas très loin de chez nous. Et ça s'amoncelle et ça s'accumule. D'accord. Vous, en tant que sociologue, hein, qu'est-ce qui motive en fait la population? Parce que vous l'avez dit avant, la population était responsable de sa maison et de maison en maison, on prenait soin du quartier. Ensuite, la mairie et le ministère prenaient la relève après. Mais maintenant, tout le monde a laissé ce qu'il devait faire. En fait, la population ne s'occupe plus de sa maison, ne s'occupe plus de son quartier, ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait que la population est en retrait? Bien, on peut dire aujourd'hui que l'éducation, on l'a dit souvent ici. C'est plus la même éducation. Ce n'est plus la même éducation. Parce que, voyez-vous, à l'époque, même avant d'aller à l'école, vous étiez obligé de faire les tâches ménagères de base. Garçons comme filles. Oui, les garçons nettoyaient le véhicule, ils entretenaient, c'était déjà des actions de propreté qu'ils faisaient autour de leur maison, ils rangeaient, etc. Donc on ne faisait pas comme aujourd'hui où dès que l'enfant se lève, il abandonne et habille et slip et péniblement s'il arrive à se laver, se brosser les dents, même les choses de base, il ne les fait même pas. On dit qu'il sera en retard à l'école et bon gré, mal gré avec la servante, il se retrouve en classe. Il revient aussi à midi où à midi, il ne touche à rien. Il finit de manger, il se repose un peu, il repart. Le soir aussi, il arrive, il est avec son maître de maison et après, etc. De telle sorte que l'éducation que nous, on a connue, qui était que le matin, on était propre. Et non seulement de notre propreté, notre hygiène corporelle, mais on s'occupait aussi de l'hygiène de la maison, l'hygiène de base. Les filles étaient maman à la cuisine pour faire tout ce qu'il y avait comme hygiène, la cour, la cuisine, etc. Avant de partir, nous les garçons, de la même manière. De telle sorte que le réflexe hygiénique, nous l'avions dans notre éducation. Aujourd'hui, on trouve ça ringard. Oui, on trouve ça totalement. Avant, on lavait nos assiettes, on lavait nos vêtements, les assistantes de domicile. À domicile qu'on appelle communément les servantes, avaient vraiment des tâches allégées. Merci. Vraiment des tâches allégées. Mais aujourd'hui, quand vous proposez ça à des jeunes, ils vont trouver ça ringard. Oui. Peut-être que ce n'est pas swag de laver ses habits. Voire même traumatisant. Oui, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on pense que vous traumatisez l'enfant quand vous voulez le rendre propre. C'est la tâche de la ménage, de la servante, etc. Alors que tout individu est responsable de sa propreté. C'est de là que tout part. C'est de là que tout part. Aujourd'hui, et on ira plus loin dans l'éducation en voyant qu'il y a certaines dames aujourd'hui qui ne lavent même pas leurs dessous, elles les jettent. Bon, comment voulez-vous qu'une mère qui jette ses propres dessous, qui ne les lave plus, qui ne les entretient plus au quotidien, puisse dire à un enfant que non seulement il faut être propre de manière visible, mais de manière intime. Alors que la toilette intime, la propreté intime est très exigeante. Donc, si vous arrivez à vous appliquer cette propreté et cette intimité, votre intimité quotidiennement, vous voyez que vous êtes déjà mieux outillé pour avoir la propreté de votre cadre de vie immédiat et d'être choqué aussi par les ordures.
Parce que si vous-même, votre propre propriété corporelle ne vous choque pas, je ne vois pas comment est-ce que vous serez choqué par jeter des ordures ou bien ne même pas aller déféquer, uriner. Ça va vous paraître naturel parce que ça commence d'abord par se laisser faire, se laisser aller. Comme vous l'avez si bien dit, le laisser aller commence par soi-même. Vous laissez aller, vous enseignez cela à vos enfants et après, que vous soyez ministre, que vous soyez ceci, que vous soyez cela, c'est toujours depuis le bas âge que tout se formate. Parce que la propriété, c'est une culture. Alors, docteur, au-delà de tout ça, ça c'est le côté familial. Au côté organisationnel, est-ce qu'il ne faut pas changer notre façon d'appréhender la propriété? Parce qu'il y a d'autres pays qui ne sont pas forcément plus nantis que la Côte d'Ivoire, par exemple, où il y a des groupes. Il y a un groupe qui vient à 4 h du matin, il y a un autre groupe qui suit après, il y a un autre groupe qui lave, qui essuie. Tout est dans l'organisation. On parle souvent de moyens, on n'a pas de moyens. Mais et si en vérité, tout est une question d'organisation, simplement d'anticipation et de bonne organisation? Vous avez raison. Avec une très bonne organisation, c'est vrai qu'il faut à la base l'éducation. Parce que même si vous êtes organisé, mais que les gens ne sont pas éduqués à la base, ils n'adopteront pas les comportements qu'il faut. Mais si vous avez aussi une organisation claire, lisible, où on sait qui fait quoi, où, quand, combien et pourquoi, naturellement, cela va s'imposer aux uns et aux autres. Parce que quand on parle d'ordures à Abidjan, c'est une nébuleuse. Tout le monde voit l'absence totale d'organisation. Les ordures se caractérisent par l'anarchie. Alors que de par leur production jusqu'à leur recyclage, s'il n'y a pas une organisation bien huilée, s'il n'y a pas une orchestration bien maîtrisée, naturellement, du petit bout de papier qu'on a jeté ou de l'urine qu'on commence à libérer jusqu'à ce qu'on se retrouve dans des dépotoirs à ciel ouvert partout dans Abidjan, la relation est tout à fait directe. Il faut une organisation de telle sorte que les bonnes personnes soient aux bonnes places, les bonnes choses soient où elles doivent être, et à partir de ce moment, cela va amener la population automatiquement à se discipliner. Parce que si nous commençons à voir des poubelles dignes de ce nom, qui nous obligent à trier, à sélectionner et à déposer nos ordures où il faut, petit à petit, comme vous l'avez dit, cela va nous amener aussi à nous sentir responsables de la saleté ou de ce que des ordures dont nous ne nous débarrassons pas correctement. Alors, selon vous, parce que vous avez parlé de poubelles et tout ça, mais il n'y en a pas suffisamment. Les poubelles publiques, il n'y en a pas suffisamment. Selon vous, quel pourrait être le palliatif à cela? Ben, c'est une question de poubelle. On ne peut pas dire, comme l'a dit... S'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, il faut imaginer, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas arrivé à 8 millions d'habitants à Abidjan par hasard. C'est une question d'anticipation, comme il a dit. L'époque où Abidjan était à 1 million, 2 millions, et où Abidjan était moins sale, peut-être ce n'était pas lié au nombre, mais c'était lié à l'anticipation. Gouverner, c'est prévoir. C'est prévoir. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire, avec tout ce que nous avons comme taxe, qu'on ne peut pas déposer des poubelles. Parce que même les poubelles, c'est de l'économie. On peut produire, nous produisons du plastique en Côte d'Ivoire, nous produisons aussi du fer, nous produisons aussi du bois, nous produisons beaucoup de matériaux. Mais à partir de ces matériaux, nous pouvons créer des poubelles. Nous ne sommes pas obligés d'aller acheter des poubelles importées. C'est-à-dire, avec de l'imagination, nous pouvons créer nos poubelles. Parce que toutes les poubelles européennes sont des poubelles de leur propre économie durable. C'est-à-dire que nous pouvons créer des usines, des industries qui vont produire ces poubelles. Et ça fera du travail et ça fera aussi des taxes pour l'État. Parce que ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que il y a le business des déchets. Bien sûr. Ça fait avancer. Il y a d'autres pays qui l'ont compris, qui investissent dans la... Comment on dit ça? Dans l'économie, oui, le traitement, le recyclage. Voilà. Effectivement, vous avez raison parce qu'il faut arrêter, et là vous avez raison, de regarder les déchets comme un coût. Les déchets sont une opportunité d'affaires. Quand vous prenez une poubelle, il n'y a rien à jeter. Les aliments peuvent nous servir à faire du biocompost. Donc, on les recycle et on arrive à faire de l'énergie ou de l'engrais bio pour la régénérescence des sols. Donc, on ne jette pas les aliments usagés. Les bouteilles peuvent être recyclées. Ce recyclage, il est direct, nous tous nous le voyons à travers les médicaments
traditionnels. D'ailleurs, il y a souvent pénurie, voilà pourquoi on utilise le plastique. Le plastique, nous pouvons l'utiliser pour créer toutes sortes d'ustensiles, tels que les seaux, tels que les nattes, tels que les poubelles, vous avez parfaitement raison. Et quand on va vers une forme achevée du plastique, on peut créer les pavés pour paver les routes et on peut créer du bitume. Et c'est un bitume qui dure entre 400 et 600 ans, qui est encore plus durable que le bitume classique que nous connaissons avec le gravillon. De telle sorte que, quel que soit... Et le fer-mort, ça, je ne reviens même pas là-dessus, puisque tous les jours que Dieu fait, nous voyons beaucoup de camions transporter du fer-mort vers le port et l'aéroport. De telle sorte que, de manière visible, les déchets, les ordures sont de véritables opportunités économiques et non des coûts. Et ça, je pense qu'il faudra revoir nos mentalités, ne plus raisonner en termes de coûts, ça coûte, ça coûte, ça coûte, mais voir des vraies opportunités d'emploi et d'économie. Ça se calcule et ça se chiffre. Et ça permet même à l'État d'engranger des impôts supplémentaires. On a entendu plusieurs fois des projets dans ce sens, mais comme souvent, il n'y a pas eu de suite. Il y a un téléspectateur qui se plaint du fait que les femmes s'occupent par exemple du nettoyage des principales artères. Et il souhaiterait qu'il y ait un autre groupe qui entre plus dans les quartiers, à l'intérieur des quartiers, et que ce soit vraiment une alternance, qu'on puisse aussi les payer régulièrement. Il y a beaucoup de soucis qui sont évoqués donc par les téléspectateurs. Et puis, concernant les opportunités d'affaires dans les déchets, les téléspectateurs souhaitent aussi que opportunités d'affaires, c'est bien, mais formation aussi également, et surtout suivi, c'est mieux. Parce que chez nous, on a toujours les bonnes idées, mais on n'a pas le suivi qui va avec. Bien, vous avez raison, les déchets, c'est une expertise. On n'arrive pas à gagner de l'argent avec les déchets si on n'a pas développé toute une expertise, à savoir de la formation, à savoir du benchmarking, c'est-à-dire qu'on va dans les pays qui savent le faire. Moi, j'étais en Europe depuis dans les années 79. Déjà, l'Allemagne, dans les années 80, a commencé à développer toute une économie écologique. Les Allemands sont parmi les premiers. C'est vrai que les États-Unis, on leur a emboîté le pas, mais c'est du benchmarking. C'est-à-dire qu'il faut aller vers ceux qui savent le faire et revenir chercher à l'adapter. Sinon, ça ne sera que des vœux pieux. C'est-à-dire que nous allons monter des projets, nous allons dire aux jeunes, on vous donne des tricycles, vous êtes des collecteurs. Mais la relation aux déchets, on peut s'intoxiquer avec les déchets. Quand vous allez vers les déchets, aujourd'hui, si vous prenez la déchetterie, 90%, moi j'avais fait une étude à l'époque avec mes étudiants de licence, 90% de ceux qui touchent aux déchets en Côte d'Ivoire ne sont pas ivoiriens. Ça veut dire que l'Ivoirien voit les déchets comme quelque chose de dégradant. De répugnant. De répugnant. Donc vous voyez que ça demande que les gens soient formés. Non seulement formés, et puis il y a une médecine qui va avec. Il y a une façon de vivre qui va avec. Exactement. Il y a une alimentation qui va avec. Exactement. Comment on se protège contre les déchets? Quand les premiers éléments des déchetteries, quand on touche, ce sont les coupures, etc. Comment se vacciner contre le tétanos. Donc, il y a toute une prise en charge de base. C'est-à-dire que ceux qui touchent aux déchets doivent être formés, et les médecins aussi doivent être initiés à ce schéma-là. Donc, vous voyez qu'on peut développer toute une médecine qui rapporte de l'argent. Tous ceux qui touchent aux déchets, on peut les former. Tous ceux qui vendent des tricycles, des charrettes et autres, tout cela peut participer. C'est toute une chaîne. Si on le voit de manière systémique, de manière globale, et que, comme vous l'avez dit, on va vers des pays qui savent faire. Le Rwanda, par exemple, est un exemple. Le Ghana, même tout près de nous aussi, c'est aussi un modèle. Il ne faut pas avoir honte d'aller vers la coopération sud-sud est aussi une coopération qui peut nous aider. Et c'est une coopération plus efficace parce que ce sont des problèmes proches. Voyez-vous, on peut aller en Allemagne, mais l'Allemagne, c'est trop éloigné d'un point de vue de la mentalité. Mais si moi, je vais tout de suite au Ghana, qu'un Ghanéen m'initie, il m'explique, et puis il me dit comment ils sont arrivés là, ben, je sentirais mon orgueil fouetté. Je me dirais, mais si le Ghanéen a pu le faire, c'est que moi également, je pourrais le faire. De telle sorte que je suis plus, vous avez raison, pour cette coopération sud-sud, gagnante-gagnante. Voilà. Alors, docteur, en clair, c'est possible, ce n'est pas un rêve, on peut se débarrasser des ordures. Abidjan peut redevenir vraiment la perle des lagunes. Bien, on peut le faire, vous avez raison. Parce que si on a su le faire, c'est ceux qui n'ont jamais su faire qui trouvent compliqué de faire. Mais comme vous l'avez dit, on a su le faire à un moment donné. On n'a pas attendu les Blancs pour commencer à savoir le faire. On a su le faire jusqu'à dans les années 70. Donc c'est une question de survivance.
C'est-à-dire qu'il faut qu'on retrouve notre mémoire à travers l'éducation intime, propre, hygiénique de tout le monde. Il faut qu'on sache le faire aussi par les maladies. Aujourd'hui, la typhoïde, le choléra, un certain nombre de maladies liées à la saleté ne sont pas une vue de l'esprit. Donc si nous nous resensibilisons par rapport à ces maladies que nous voulons éviter, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on a de l'argent, on a mieux à faire avec son argent que d'aller le donner à la pharmacie ou à l'hôpital. Donc si nous voyons aussi ce système-là, et si nous voyons que la saleté, c'est une question d'image propre, parce que nous tous, c'est avec un pincement au cœur, quand nous disons Abidjan, la perle de la saleté, au lieu de la perle de la lagune. Bon, ça nous fait mal au cœur. Si vous voyez que depuis vendredi dernier, le débat est autant passionné, c'est parce que ça nous fait mal. Avoir une telle capitale avec un tel potentiel dans le pays et être pris par les ordures des orteils jusqu'au cou. Franchement, personne n'est fier d'en parler, personne n'est content d'en parler. Et donc, il faudra aussi en appeler à notre civisme, en appeler à notre esprit de patriotisme pour dire, est-ce que nous sommes fiers d'être ou de produire de la saleté dans notre propre pays? Donc ça aussi, vous avez raison, ça peut être des pistes de réflexion où si chaque Ivoirien a son orgueil qui est fouetté, que tout le monde parle de notre pays et nous, au fond, on n'est pas trop fiers de ce pays parce qu'il n'est pas à l'image de ce que nous pensons de nous-mêmes et de lui. Je pense que tout ça, c'est un ensemble d'ingrédients qui peut nous emmener à retrouver de l'hygiène, de la propreté et que tous les acteurs, et là, alors là, tout le monde prendra ses responsabilités pour que nous allions de l'avant. Merci beaucoup infiniment à vous, docteur Nil Nielbien. C'est toujours un plaisir de vous avoir et d'être éclairé par vos expertises pointues et réalistes. Merci beaucoup à vous également. Merci Nessie. Merci. Très bon week-end. Excellent week-end à vous. N'oubliez pas notre dîner en Thaïlande. Mais avant d'aller en Thaïlande, on a un petit quelque chose à vous proposer. L'équipe rédactionnelle vous souhaite encore une fois, on joue les prolongations. Bonne année 2018. Audio Jungle.